Et si je commençais aujourd'hui mon test par le verdict, en vous disant que oui, vous feriez une bonne affaire en achetant ce téléviseur LCD rétroéclairage mini LED dont je vais vous parler ici en test, parce que ça va sans doute être cette année encore, comme son prédécesseur en 2024, l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur ce marché des TV LCD à rétroéclairage mini LED sur le segment du milieu de gamme entre guillemets, puisqu'on se parle ici de la famille C8K, TCL 75 C8K pour être plus précis, que j'ai reçu ici en test. Alors, il succède au C89B qui a fait un véritable carton, qui a vraiment créé une grosse communauté sur mon groupe Discord, sur la chaîne YouTube, etc., qui a beaucoup fait parler de lui, et pour cause, TCL nous livre tous les ans des téléviseurs qui évoluent dans le bon sens. Il ne faut pas oublier que si cette marque est très agressive sur le positionnement tarifaire, elle est naturellement challengée par Hisense. J'essaierai de revenir très vite également sur le test du U8Q. Et surtout, eh bien, aujourd'hui, ces marques-là, elles sont passées devant certains très grands noms comme Sony, Panasonic, LG pour la partie LCD mini LED, mais leur souhait, c'est d'aller commencer à chatouiller un petit peu Samsung. Et ce 75 C8K, eh bien, encore une fois, en a dans le châssis ou en a sous le pied. Ici, ce modèle, je vais commencer par vous rappeler que je vais l'appeler moi TCL C8K, mais il prend différents noms. Il a différentes références, histoire de nous faciliter un petit peu la vie. Mais on va le retrouver donc sous la référence C8K, mais aussi sous la référence C89K ou encore C81K, mais aussi Q8C ou même encore Q8MK. Mais alors ça, c'est plutôt pour d'autres marchés. Je vous partage juste cette référence de QM8K, pardon, pour vous dire que si jamais vous souhaitez aller regarder des vidéos entre guillemets à l'international, donc par des testeurs côté États-Unis, eh bien c'est sous cette référence-là que vous retrouverez ici le modèle. Alors moi, je vais l'appeler C8K pour plus de praticité, et il va falloir vous accrocher car dans cette édition 2025, eh bien on note parmi les grosses évolutions structurelles du TV, et j'ai un max d'infos à vous partager. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que cette vidéo n'est publiée entre guillemets que maintenant. Je vous affiche très rapidement quelques caractéristiques techniques de ce C8K, parce qu'on les a quand même abordées régulièrement, encore une fois, au fur et à mesure des différentes vidéos, mais j'ai reçu cette année donc la version 75 pouces. Là-dessus, vraiment merci aux équipes de TCL, parce que sur l'aspect logistique, c'est plus grand, plus gros, plus lourd, et donc forcément, du coup, ça a un coût aussi, une différence de coût qui n'est sans doute pas négligeable, donc merci. On notera que sur la partie technique, il n'y a pas d'évolution du côté du processeur. C'est un petit peu dommage, TCL n'adopte pas par exemple un Pentonic 1000 ou autre, on reste sur un Pentonic 700 qui serait néanmoins amélioré. Je reviendrai sur tout ça, mais pour vous dire qu'on reste de fait aussi sur une plateforme qui ne propose que 2 prises HDMI 2.1 et 2 prises HDMI 2.0, avec une subtilité que j'avais également partagée aussi, c'est que les 2 prises HDMI 1 et 2, cette fois-ci, sont sur du 144 Hz, alors qu'avant on avait 144 pour HDMI 1 et 120 pour HDMI 2. Les deux autres sont en Ultra HD, j'entends, à 60 Hz. Je vais maintenant vous partager une autre couche d'informations que clairement personne ne communique à part les équipes techniques de chez TCL, et des infos que j'ai récupérées lors de mon voyage à Varsovie à l'occasion de ce fameux TCL Expert Meets Expert. Dans cette nouvelle slide que je vous partage ici, on a les infos sur la densité des mini LED. Attention, cela n'a rien à voir avec la densité des pixels, Celle-ci peut aussi être calculée en prenant la surface de l'écran et la résolution de l'image qui ne change pas, 3840 par 2160. Vous pouvez avoir la densité de pixels, cette fois-ci entre guillemets au centimètre carré. Dans le tableau que j'ai refait ici pour vous, vous retrouvez la surface de l'écran qui est par exemple de 1,15 m pour le 65 pouces, 1,53 m au carré, 1,53 m² pour le 75, 1,97 m² pour le 85 et 2,62 m² pour le 98 pouces. Ça vous donne une information, et ensuite on voit que le détail du nombre de colonnes et de lignes de mini LED est associé à chacune des diagonales. Ainsi, sur le modèle que j'ai ici en test, le 75 pouces, eh bien on a 34 lignes de mini LED et 64 colonnes de mini LED, ce qui correspond à ce qui a été annoncé initialement, à savoir 2176 mini LED qui constituent le panneau de rétroéclairage. Et comme je vous l'avais déjà annoncé depuis quelques années maintenant chez TCL, c'est en tout cas le propos de TCL, ils nous disent que une mini LED égale une zone. TCL indique également
également dans les documents que j'ai reçus qu'on a 1400 zones par mètre carré et 3800 pixels par zone de rétroéclairage. Accrochez-vous bien, mais pour comprendre cela, il faut tout simplement faire le petit calcul. On a la résolution qui est de 3840 par 2160 pixels que vous divisez par les 2160 mini LED qui sont intégrés dans le panneau du rétroéclairage, et c'est comme ça qu'on obtient cette information. Sur les 8,3 millions de pixels, on voit que une zone pilote 3800 pixels. À titre d'info, un C9K, qui est le modèle le plus haut de gamme si on considère pas la série X, si on considère pas le X11 qui est un modèle de 2024, eh bien le C9K fait beaucoup mieux avec seulement 2100 pixels par zone de rétroéclairage pour le même 75 pouces. Naturellement, là vous allez dire, attendez, mais il y a moins de pixels. Bah oui, moins on a de pixels, plus on est précis dans le rétroéclairage. Dernière précision concernant le C8K, ou plus précisément le C89K, car c'est sous cette référence-là que vous trouverez chez nous, en tout cas en France, la variante 55 pouces qui, attention, n'utilise pas le même type de dalle, puisqu'on est sur une dalle WHVA pour 65, 75, 85 et 98 pouces, mais qu'on est sur une dalle VA plus classique pour le 55 pouces, ce qui le rapproche donc plutôt d'une série C7K. C'est un peu la même histoire qu'on avait l'an dernier avec le C89B. Ceux qui sont abonnés sur la chaîne le savent. Très vite, j'avais commencé à dire attention, C89B en 55 pouces. Il y avait une forme de communication un peu en deux temps sur ce modèle-ci, qui d'ailleurs n'était disponible que chez Boulanger pendant très longtemps, partagé un peu bizarrement sur le site de TCL, et j'avais dit faites bien attention, parce que dans les évolutions technologiques des dalles, il se peut que le 55 ne soit pas exactement le même. Il s'est avéré que, encore une fois, petite parenthèse que j'ouvre et que je referme très vite, ceux qui avaient commandé un 55 en C89B, eh bien, avaient reçu un produit qui était même, qui était même inscrit comme étant une série 7. Donc voilà pour la petite mise en garde, et je pense que on va être sur quelque chose d'assez similaire cette année dans la procédure, enfin dans le process. Est-ce que pour autant c'est très grave? Sans doute que non, parce que de toute façon ce 55 il sera moins cher, mais vous avez une différence vraiment sur la dalle, et puis ensuite vous avez une différence sur le système audio. Là-dessus on est sur un système Bang & Olufsen 4.2.2 de 90 watts, sur le 55 pouces en C89K donc, eh bien on est sur un système 2.2 en 40 watts. Et là, eh bien dans ce 55, il y a un abonné du Discord qui s'est acheté le 55. Je pense que sur la partie qualité de l'image, peut-être que ça allait, mais en tout cas sur la partie qualité audio, il nous a partagé le fait que c'était quand même pas fou, c'était quand même pas génial. Bien entendu, il faut mettre ça en perspective par rapport au prix du téléviseur, et puis je préciserai aussi que 65, 75, 85 et 98 que vous pourriez retrouver sous la référence C89K sont bel et bien, cette fois-ci, les mêmes que ce C8K. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, je vais parler des prix, mais alors très brièvement, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la période de l'année avec les remises directes par les magasins et les autres ODR, et ce serait clairement interminable si je devais tout vous lister, tout comparer. Je vous laisse faire vos petites recherches, et puis vous pouvez ensuite rejoindre le Discord pour échanger sur est-ce que je prends un C8K, est-ce que je prends un C9K, est-ce que je prends un X11K. Sachez que sur le Discord d'ailleurs, il y a quelques personnes qui commencent à avoir des C89K, mais aussi et plus précisément un 75 C89K. Bon, et là, un C8K 75, c'est le modèle que je teste, donc je pourrais vous en parler. Et là, les commandes, elles se passent à moins de 1100 €. Donc, croyez-moi que forcément, ça fait plutôt pas mal réagir, parce qu'en plus, on est sur, je crois, un 98 qui est ODR et remise déduite. Je crois qu'on est sur moins de 2400 € en ce moment. Donc, vraiment, ça commence à... Enfin, TCL, à chaque fois, est très agressif sur la politique tarifaire. Je vous ai dit, il va falloir vous accrocher, parce que avant de passer à l'ergonomie, eh bien maintenant je vais revenir rapidement aussi sur les évolutions majeures mises en avant par TCL pour cette édition 2025. On nous promet des images plus nettes et mieux gérées sous ce fameux label Clarity, je vais y revenir. Des contrastes améliorés aussi, et des couleurs plus riches, mais aussi une compensation de mouvement amélioré. Et ça, on sait que c'est l'un des sujets où il y a toujours un petit peu matière à débattre en fonction des préférences des uns et des autres, et de l'efficacité de certains réglages, mais aussi d'un comportement qui, à l'œil, est différent entre un 65, un 98, un 85 ou un 75 pouces. Parce que là encore, la diagonale de l'image et la densité des pixels par pouce
peut avoir une influence assez sérieuse sur votre perception. Plus en détail donc maintenant sur ce volet Clarity qui est associé aux évolutions du processeur et IPQ Pro qui reste donc comme je l'ai dit une puce Pentonic 700, eh bien on nous promet d'avoir, chez TCL on nous promet d'avoir travaillé sur le traitement des sources en broadcast et OTT, c'est-à-dire diffusé par exemple par la TNT ou par la box par le player de votre opérateur, pour obtenir ainsi donc un meilleur rendu. Ça c'est la promesse. L'upscaling aurait également été travaillé en améliorant la couche intelligence artificielle et ça passe aussi par une meilleure détection des scènes, une meilleure analyse de la profondeur des sujets et des objets dans l'image. Des choses dont on a déjà entendu parler chez d'autres constructeurs, TCL remet ici en avant au même titre une amélioration du côté de la gradation des couleurs. Le côté un petit peu focus, détection des objets, c'est des choses dont on a régulièrement entendu parler, je vous l'ai déjà dit, par exemple le Bravia XR Cognitive Processor qui va analyser les objets sur lesquels votre attention va être attirée. Donc il y a techniquement rien de nouveau, ça fait partie des choses sur lesquelles TCL aurait travaillé. Donc vous le savez qu'on est également là sur des dalles qui sont dites natives 10 bits. Donc pour traiter des signaux en 8 bits, il faut recréer des instructions. Et là, aussi, ça passe par le processeur pour limiter les risques d'artefacts dans les zones sombres, par exemple, de l'image, de la postérisation ou encore du banding. Et bien là aussi, ça aurait été quelque chose sur lequel ces différentes couches de la partie Clarity auraient été améliorées. Côté dalle, là aussi, je vous en ai déjà parlé, on est sur un panneau dit de 7e génération. Ça, c'est un propos qui est plutôt porté par TCL France. Côté équipe technique, c'est pas quelque chose que l'on met spécialement en avant. En revanche, les équipes techniques comme les équipes en France, elles parlent des mêmes avantages, à savoir qu'on est désormais sur un panneau dit avec une structure wide HVA. Donc on est vraiment sur un panneau avec des larges angles de vision. Attention, je rappelle que pour le 55 pouces, on n'y est pas, on est sur une dalle HVA classique. Néanmoins, je l'avais dit aussi, j'attendais des informations sur les mesures d'angle de vision qui devaient vraiment nous être transmises et réalisé avec un matériel Minolta professionnel. Bon, ce que je vais avoir plutôt tendance à résumer ici, c'est qu'on est sur une structure de dalle qui est améliorée et que donc on est sur aussi une évolution des angles de vision plutôt dans le bon sens. Et on retrouve toujours dans la structure de la composition de ce téléviseur LCD un filtre pour recréer un rétroéclairage plus uniforme, sachant que les mini LED elles-mêmes profitent aussi d'une évolution du côté de la forme de la lentille qui encapsule la diode. Elle est dite cette année SMCL pour Super Micro Condensed LED qui en fait réduit encore les phénomènes de fuite de lumière et donc on produit une lumière plus uniforme, on limite les risques de fuite de lumière et donc les risques de blooming. On retrouve ensuite la valeur de la distance optique du rétroéclairage, donc distance qui sépare le panneau de rétroéclairage avec le panneau LCD, la fameuse donc optical distance qui est ici de 5 à 7 mm en fonction des modèles. TCL annonce aussi une meilleure rapidité du système de rétroéclairage avec une meilleure précision aussi. Ça, je vous ai également fait une vidéo dédiée à cela sur la chaîne. J'y suis revenu assez précisément sur ce point-là, puisqu'on est maintenant sur un contrôle du rétroéclairage sur 23 bits pour une reproduction beaucoup plus fine dans les zones sombres de l'image. C'est là-dessus qu'il y avait un véritable challenge. Les équipes de TCL, Marek m'avait déjà dit, le vrai défi pour nous maintenant, c'est qu'on sait contrôler les parties médium et haute lumière, mais dans les zones sombres de l'image, il faut que l'on puisse aller taper au plus précis possible pour limiter tous les risques de défauts dans les zones sombres de l'image et puis sans doute aussi mieux maîtriser le phénomène de blooming. Mais c'est vraiment la logique de comment on travaille les zones sombres. Et là aussi, donc je vous en avais déjà pas mal parlé et pour la faire courte, le contrôle de la diode est électriquement différent quand il s'agit des zones sombres de l'image considérées sur les 20 premiers pourcents de la plage de luminosité, de 0 à 20% sur 12 bits et enfin de 20 à 100%. Et le contrôle se fait sur 11 bits, c'est-à-dire qu'on a bien plus de paliers de contrôle de 0 à 20% qu'on en a de 20
à 100%. C'est un point que j'avais déjà commencé à partager avec vous en avril dernier, puisque Marek m'en avait déjà un petit peu parlé. On va passer maintenant à cette partie ergonomie matérielle avec ce C8K qui, à mon goût, est clairement l'un des plus réussis pour TCL. Ce serait dommage qu'il y ait une forme de régression. Le constructeur ne se targue pas d'avoir un châssis particulièrement fin, et c'est heureux puisque c'est pas le cas. On est environ sur 5 cm d'épaisseur, mais ça s'explique par différentes choses, et notamment l'intégration d'un système audio avec des enceintes en partie haute, comme je l'ai dit, 4.2.2 pour le système audio Bang & Olufsen de 90 watts. En revanche, le constructeur met bien en avant les bordures fines ici au niveau de l'écran. Et alors là, je vais pas m'attarder dessus parce que j'en avais déjà beaucoup parlé, mais je peux vous dire que ça marche, que ça fonctionne très bien. Jetons un coup d'œil maintenant du côté de la télécommande qui d'apparence ressemble beaucoup au modèle du C89B, et en fait elle est plus haute, un peu plus large, juste un tout petit peu plus spacieuse, et ça fonctionne très bien parce qu'elle est du coup plus confortable, et surtout elle a désormais ce rétro-éclairage qui était absent sur celle du C89B. Je sais que certains vont acheter des télécommandes pour C89B en option, et vraiment ça fonctionne bien. On a un petit capteur à l'intérieur qui détecte tout de suite dès qu'il faut allumer le rétro-éclairage. C'est un véritable plus sur la partie télécommande, surtout qu'on a bien toutes les touches, genre les touches pour changer de source, hein. Samsung, si tu nous regardes, on peut très bien faire ce genre de télécommande et tout avoir. Il y a un autre changement qui peut-être vous semblera être très bien. Pour ma part, je m'étais accommodé de la chose. C'est tout simplement la disposition des boutons de volume sur le côté, un peu façon smartphone. Sur la télécommande des nouvelles séries C8 de 2025 et des autres d'ailleurs, on est désormais sur des touches qui reviennent ici en façade. Je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus, mais n'hésitez pas à vous exprimer si vous trouvez ça mieux. Ensuite, il y a un autre élément qu'on ne voit pas ici sur le téléviseur et qui concerne toujours l'ergonomie, puisqu'ici il est monté sur un support à roulettes, c'est le pied. Celui-ci, il évolue, et il évolue dans le bon sens du terme, puisque c'est fait assez intelligemment. Alors, il est toujours réglable en hauteur selon 2 positions, et ça me plaît beaucoup. Mais il y a un truc qui me plaît encore plus, c'est ce qui se passe à l'arrière, avec le cache sur le pied qui est désormais coulissant, ce qui permet de passer les câbles de manière très propre et de repositionner ensuite à nouveau le cache. Comme je l'avais annoncé initialement, j'avais fait une petite supposition en filmant le dos du TV, j'avais vu des petits trous, des petites encoches qui me faisaient penser notamment à ce que font certains constructeurs. De mémoire, c'est Panasonic qui fait ça et peut-être d'autres. Il y avait des petites encoches qui pour moi me disaient ça c'est des trous spécifiques pour placer des petits pince-câbles. Malheureusement, dans mon modèle 75 pouces, dans le carton, je n'avais pas ces petits clips, et donc du coup, je n'ai pas pu les utiliser. C'est dommage, mais encore une fois, de toute façon, comme je suis ici sur un pied à roulette, je vous prie juste de me croire que vous devriez avoir, grâce à ces changements de conception et d'ergonomie, un câble management vraiment très efficace, que ce soit pour une installation sur un pied de table avec le pied central du TV, ajustable selon 2 hauteurs, ou au mur avec un système de passe-câble derrière. Ça devrait très bien le faire. On va maintenant passer à la partie qualité de l'image. Cette année encore, la gamme C8 de TCL devrait offrir, comme je l'ai dit, l'un des meilleurs rapports qualité-prix diagonale de l'écran. C'est vraiment le triptyque qu'il faut retenir, parce que vous ne pouvez pas vous dire juste « Ouais, est-ce que je l'achète ?» mais non, est-ce que je l'achète? Compare les prix. Compare les prix d'un 75 avec la concurrence, regarde la plateforme technique que tu as, et ensuite, il faut se poser les bonnes questions. Parce que, est-ce que le traitement du processeur est parfait? Est-ce que les différents traitements du processeur sont parfaits? Sans doute pas. Encore une fois, moi je vis avec ces téléviseurs, j'essaye de les utiliser au maximum, et puis ensuite vous êtes nombreux à réagir sur le Discord, à poser des questions, à dire « j'ai vu sur tel forum, il y a ce truc, il y a ce machin ». En fonction des diagonales d'écran, en fonction des modèles, en fonction du firmware, on sait que c'est le genre de choses qui peut énormément évoluer. Et c'est pourquoi, si tous les traitements ne sont sans doute pas aussi réguliers, précis que chez Sony, Pana, Samsung, LG, sur certains sujets, à aucun moment de mes tests, je me suis dit « Oh, alors là, c'est vraiment pourri, c'est vraiment moche ». Alors oui, parfois, j'ai eu besoin d'un peu de temps pour aller trouver le bon réglage. Sur YouTube, il y avait parfois des artefacts, et puis parfois, je me suis dit « Oh la vache, le truc, comment ça bosse
super bien. Et donc cette année encore, les TV, TCL vont exiger que vous l'alimentiez avec les meilleures sources possibles. Et puis faudra pas passer à la loupe les contenus 1080p sur YouTube. Vous en avez ici un exemple avec cette boucle Dolby qui n'est pas en HDR, comme on peut le voir d'ailleurs à la faible consommation du téléviseur, mais qui, pour un 75 pouces et une vidéo YouTube, délivre un résultat d'une qualité tout à fait satisfaisante. En tout cas, je trouve. Je ne note pas dans cette boucle des artefacts comme m'ont été abordés sur Discord concernant ces modèles. Alors, est-ce que ça arrivera jamais? J'en sais rien. Franchement, je pense que les puces, et on le sait, les traitements de chez TCL doivent encore s'améliorer et ça progresse un petit peu tous les ans. Sans doute que si TCL adoptait aussi une puce plus puissante, ce serait un excellent choix. Quel en serait l'impact sur le prix? Parce qu'ils nous disent que ça leur coûte très cher de repartir à partir d'une nouvelle puce. Ça, c'est en tout cas ce que eux me partagent. Vous pouvez vous exprimer. D'ailleurs, les défauts dans les images peuvent facilement être constatés, cette fois-ci avec cette autre boucle Dolby, visionnée toujours depuis YouTube, qui est-elle en 1080p SDR. Là, forcément, on voit des artefacts, des gros pixels grossiers autour des formes en mouvement, comme autour des personnages, les mains, etc. On peut clairement remarquer que le téléviseur, de temps en temps, tente de faire des petites choses en corrigeant justement ces défauts, en appliquant parfois un petit peu plus de lissage, etc. C'est fait avec plus ou moins de latence, avec plus ou moins de réussite, mais on voit bien que là aussi, il y a un sujet. Donc, encore une fois, est-ce que ce sera sans faille? Sans doute pas. Le résultat sera différent en fonction des réglages que vous apporterez à l'image. Ça vous permettra avec plus ou moins de facilité de corriger certains problèmes, notamment ces logiques de saccade dans les mouvements, les translations, etc. Avec les options de compensation de mouvement que vous pouvez aller creuser. Et puis, on le sait, il y a aussi cette option Motion Clarity. Et là, je vous recommande vraiment de faire des tests, mais surtout de l'utiliser plutôt par parcimonie, cette option, parce qu'on sait qu'elle peut créer des effets un peu inverses, un peu presque comme le reverse ghosting dans le monde des moniteurs. C'est-à-dire qu'on rajoute tellement de fluidité à l'image qu'au final, on finit par créer un décrochage. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment utiliser par parcimonie. En fonction de vos préférences à vous, en fonction des contenus, ça demande à mettre les mains dans le cambouis chez TCL peut-être plus régulièrement que chez les autres constructeurs. Et c'est là que ça fait une différence. Quand les marques vous disent qu'ils ont des intelligences artificielles qui sont jamais qu'en fait des algorithmes qui ont appris à travailler et à retravailler les images, c'est là que les marques font les différences. Donc je ne peux pas moi vous dire ouais fais ci, fais ça. Venez, on en discute, on identifie potentiellement quels peuvent être les problèmes. C'est surtout d'ailleurs la communauté d'ailleurs que je remercie parce que moi j'ai de moins en moins le temps qui s'en occupe et qui partage les réglages. Il y a des tableaux Excel qui existent, donc n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre pour comprendre, appréhender les fonctionnalités de réduction de flou, de réduction des saccades, le motion clarity, etc. Les logiques également de boost de la luminosité et néanmoins, il faut bien reconnaître que sur les différentes choses, il y a eu du boulot qui a été fait en fonction des préférences de chacun et de vos tolérances que vous allez appliquer à tout cela et notamment sur la partie flow de mouvement. Le souci, c'est que il y a de toute façon des choses qui seront constatées en permanence. Vraiment, moi ça remonte régulièrement sur le Discord, c'est la consultation des gens, c'est naturel, vous allez voir des forums. Mais sur les forums, il y a de tout. Il y a des gens et ça c'est la règle de base. Vous achetez un TV, vous l'installez. Si vous trouvez qu'il est bien, ne cherchez pas à aller trouver les défauts. Moi, je vous trouve des défauts sur n'importe quel TV. Ça, je l'ai fait avec un Samsung S95F. Vous l'avez bien vu. Ça a été très, très clair. Je vous ai montré comment ce truc-là était faillible et notamment sur ce que Samsung pousse beaucoup, à savoir son intelligence artificielle. Et pourtant, c'est un téléviseur qui est noté 5 étoiles par plein de rédactions, qui est noté 9 sur 10, 10 sur 10, etc. Donc, arrêtez de vous focaliser sur on trouve les défauts. Le 55 S95F, j'ai pas le prix là tout de suite sous les yeux, je pense qu'on peut s'acheter 2,75 pouces. Donc mettez bien tout ça dans le package, réfléchissez bien à tout ça, et puis ensuite posez-vous les bonnes questions. Quant à d'autres effets de bord que je peux constater, pour en revenir à ma logique de forum, etc., il y a des gens qui vont aller me parler de banding, etc., de tous ces phénomènes-là. Moi, je suis d'accord, vous pouvez avoir du banding, vous pouvez avoir plein de choses qui se passent, etc. Sur les boucles que je regarde, j'utilise du Blu-ray, j'utilise du YouTube et souvent d'ailleurs les mêmes boucles, parce que pour l'instant j'ai pas encore acheté certains contenus que je veux faire, ça va me coûter un petit peu d'argent, mais histoire de varier un petit peu les contenus que je diffuse sur la chaîne YouTube, je vais investir pour ça. Mais encore une fois, si jamais vous voulez me soutenir, il y a une cagnotte Tipeee également qui existe. Et donc dans tous les trucs que je regarde,
Oui, je peux avoir des trucs dégueulasses, mais il faut savoir ce qu'on regarde aussi. Avec le Blu-ray de Spears & Monseal, j'ai des contenus où il y a des aplats dans le ciel, avec les vidéos YouTube de Morocco, etc., qui sont les trucs de Jacob et Katie Schwartz, je crois aussi Morocco. Eh bien, il y a quand même des choses où c'est foutrement ultra propre, c'est quand même super bien réussi. Et je ne perçois pas de phénomène de banding, je ne vois pas des gros effets d'arc-en-ciel, parce que, et pourtant c'est du YouTube. Donc, voilà, encore une fois, ok, peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver face à des modèles qui ont du banding, ok, peut-être que vous allez aussi pouvoir vous retrouver face à des contenus qui font de la postérisation, etc. Mais il faut pas oublier que le phénomène de postérisation, il est très présent aussi sur les téléviseurs OLED, et qui sont pourtant beaucoup plus chers. Et ça joue des tours notamment à Philips TPvision, qui n'a pas encore visiblement bien résolu tous les problèmes, si j'en crois un petit peu ce qui peut me revenir aux oreilles autour des séries de 2025. Donc, tous les téléviseurs sont faillibles. Mais alors tous, il n'y en a pas un qui va être infaillible sur tous les sujets. C'est pas possible. Et là, sur le rapport qualité-prix diagonale d'écran, je pense qu'on est très bien, d'autant que derrière tout ça se cache une puissance lumineuse. Je vous rappelle qu'il faut quand même réussir à bien maîtriser. Ensuite, il y a un autre phénomène, un autre défaut qui est remonté par le groupe de discussion Discord pas plus tard que ce matin au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc désolé, je pousse encore un petit peu plus loin le débat, mais vous le savez, les tests sur ma chaîne YouTube sont différents de ce que vous pouvez peut-être retrouver par ailleurs. Et dans ce qui m'est remonté ici, ça provient des forums, et notamment d'un forum où il est fait état d'un vignettage prononcé sur ces téléviseurs. Alors le vignettage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'avoir des bordures un peu sombres sur le contour de l'écran. C'est un phénomène qui n'a absolument rien de nouveau, qui était vraiment très visible par le passé, qui est lié à cette technologie LCD, qui utilise un système de rétroéclairage, mais ce vignettage, il est beaucoup moins important aujourd'hui que ce qu'on a pu avoir par le passé, ou par le passé, quand on visionnait même des contenus, on avait vraiment soit sur les bords des couleurs plus sombres, et puis à l'inverse, on pouvait avoir des choses aussi qui étaient plus délavées. Quand on avait par exemple une rampe de LED qui était dans le bas de l'écran, là aussi il y avait une maîtrise du rétroéclairage qui posait des problèmes et qui était perceptible au travers de la dalle LCD. Alors oui, aujourd'hui vous voyez, peut-être ici, là, on a peut-être des trucs un petit peu plus noirs là, etc. Ce phénomène n'a rien de nouveau, mais pour moi il est bien mieux maîtrisé. J'ai d'ailleurs partagé, encore une fois en comparaison avec le Hisense U8Q qui ne fait absolument pas mieux selon moi. Et puis naturellement, je l'ai comparé aussi avec une image produite par le LG OLED G5. Et là, on n'a plus le problème puisque la technologie OLED n'utilise pas de système de rétroéclairage. Donc, chacun des pixels qui sont partout sur l'écran produit sa propre lumière, cette diode organique. Mais un LG OLED G5, c'est pas le prix de ce truc-là. Et pour autant, un LG OLED G5 ne produit pas l'image, la luminosité de ce truc-là non plus. Donc là encore, deux technologies différentes avec chacune des avantages, des inconvénients. Et regardez là, cette image, ça, produire des grilles comme ça, c'est ce qui met en avant régulièrement le vignettage, le ghosting, tout ce qui est phénomène ici qui pourrait avoir des fuites de lumière, etc. Est-ce que là, vous avez l'impression que c'est foncièrement moche, inacceptable, dégueulasse? Moi, j'ai très sincèrement pas l'impression. J'ai pas l'impression d'avoir un truc qui soit imbitable avec un téléviseur LCD mini LED moche. Alors, est-ce que c'est juste mon modèle? Est-ce que c'est toute une série? Est-ce que c'est le 75 qui était impacté par ce phénomène? Est-ce que c'est le 65? Est-ce que c'est le 85? Est-ce que c'est le 98? Le système de rétroéclairage LCD mini LED qui est là-dessus, il est piloté par ce que j'ai déjà dit, les fameux Backlight Master Drive, qui sont des petits modules qui pilotent des paquets de mini LED. Je crois je sais plus si on est à plus de 500 systèmes de Backlight Master Drive cette année. Il y a une carte mère principale avec la connectique. Je vous remets les images là, parce que j'en avais déjà parlé. Il y a une carte mère qui pilote le module principal qui est là, avec le processeur, avec la connectivité, etc. Et ensuite, juste par là, ici, au centre du TV, il y a une autre petite carte mère qui, là, cette fois-ci, adresse les fameux systèmes de rétroéclairage qu'on ne voit pas, qui sont vraiment derrière le panneau LCD mini LED. Voilà, donc vous avez peut-être l'impression que je me suis un petit peu emballé, mais j'ai de mon côté aussi l'impression que c'est un truc qui va venir créer de la confusion, qui va créer une forme de stress, etc. Et puis là, avec le contenu de Spears & Monseal, je pense que c'est assez clair. La qualité, elle devient excellente. On est sur des contenus HDR, Dolby Vision,
Attention, ça me permet aussi de faire un petit point sur la logique de consommation. On est sur du 300 watts parce que côté luminosité, ça envoie du lourd avec la partie Dolby Vision IQ et l'utilisation donc de Spears & Monseal, c'est aussi l'occasion de juger d'un autre phénomène qui est le blooming avec du contenu de qualité et des vraies instructions HDR parce que ça c'est vraiment une boucle de ref. Alors évidemment, on n'est pas sur l'équivalent d'une reproduction de l'image de l'OLED, mais perso, même si je note un effet de halo, eh bien il est visible lorsqu'on est vraiment désaxé de l'image. Et c'est quand même assez supportable comme vous pouvez le voir. Et c'est pour moi la perception, je pense qu'on est clairement parmi les meilleurs résultats. Ce sera sans doute meilleur sur le C9K parce que je l'ai pas encore eu, je l'ai vu à Varsovie mais c'était un peu court quand même. Et là où par contre il y en a un qui m'a épaté, c'est le X11K qui est un modèle de 2024 et lui il fait vraiment très fort. Alors comme je l'ai dit, je n'ai pas reçu les résultats des mesures qui devaient m'être envoyées concernant cette partie angle de vision. Et ce que je peux vous dire, c'est que finalement à l'œil ça me semble plutôt pas mal du tout. J'ai ici la version 75 du C8K, mais je n'ai pas la version 75 du C89B que j'avais en 65 pouces. Pour moi, c'était déjà très bon avec le C89B. J'avais même fait des comparaisons avec le téléviseur Sony après certaines mises à jour. Ça a peut-être encore un peu évolué. Et le téléviseur de chez TCL n'avait rien à lui envier par rapport au Bravia 9. Donc ce sera peut-être pas parfait sur la partie notamment des sous-titres. J'aime bien aussi le challenger là-dessus. On voit bien qu'il y a quand même un petit peu de fuite de lumière, mais à vrai dire, qui regarde la télé avec un tel angle dans lequel je me suis positionné ici pour réaliser ces images? Je vais désormais vous parler de la partie ChrisGlow pour laquelle j'ai eu un bug de micro et qui explique donc le passage en voix off. Celle-ci aurait pu être dans la partie ergonomie s'il ne se cachait pas derrière cette dénomination une autre évolution pour une partie des modèles de 2025, à savoir C7, C8 et C9K. Quelques précisions toutefois, le C7K est une dalle ChrisGlow classique, dite HVA, et C8 et C9K sont en dalle dite Wide HVA, sauf, je le rappelle, pour le 55C89K qui est en dalle HVA. Je rappellerai également que la famille X11 n'est pas concernée puisqu'elle date de 2024 et la gamme C6K, très prometteuse au demeurant, n'en profite pas, mais elle est néanmoins déclinée en 85 et 98 pouces dans des versions avec une sorte de filtre mat qui pourrait bien faire la différence et qui pourrait aussi traduire un terrain de recherche pour TCL. Pour en revenir au ChrisGlow, comprenez qu'il se cache derrière cette dénomination différentes composantes techniques qui passent aussi bien par le contrôle des mini-LED, la forme de celle-ci, la structure du sandwich de panneaux qui compose le téléviseur, jusque dans le filtre anti-reflet. Toujours plus en détail, cette année, nous avons même une sorte de dénomination technique qui, si elle est avérée comme telle et reprise chaque année, pourrait être très intéressante pour ceux qui apprécient la technique. Ainsi, le C7K bénéficie d'un système de rétroéclairage dit Precision. Le C8K passe au mode Power, appelé Mastery, le rétroéclairage du C9K, et Ultimate, celui du X11K. Voilà qui me rappelle certaines dénominations Silver, Gold ou encore Platinum que l'on retrouvait chez Samsung à une époque où le constructeur ne misait pas tout sur un discours façon lifestyle. Autre élément important du ChrisGlow, la structure qui permet là encore d'améliorer la profondeur des noirs, booster les contrastes et améliorer les angles de vision, a fortiori sur les modèles WHVA. Lors de la découverte des modèles de 2025, je vous avais partagé mon point de vue sur ces panneaux ChrisGlow en évoquant un rendu plutôt semi-brillant qui pourrait bien créer des reflets importants. Une fois à la maison, outre la puissance du rétroéclairage, j'ai pu remarquer que finalement le résultat est meilleur qu'avec le C89B. Ce dernier étant installé dans mon bureau et exposé au reflet via une porte vitrée, on peut facilement se rendre compte qu'il brille beaucoup plus que le C8K. Et pourtant, ce dernier est à côté d'une baie vitrée de 1,80 m et dans les deux cas, l'exposition au soleil est la même pour les deux téléviseurs au moment où j'ai filmé ces images. En revanche, dans le salon, là où est installé le C8K, l'ambiance est néanmoins beaucoup plus lumineuse. La preuve que cela progresse sur le filtre anti-reflet également, mais je vous invite désormais, vous, propriétaire d'un modèle de 2025, à vous exprimer sur ce point.
Concernant les contenus Dolby Vision, là encore, il y aura plusieurs types d'utilisateurs. Ceux qui se laisseront porter justement par le rôle du Dolby Vision IQ, qui est supposé utiliser le capteur qui est intégré au TV, mais qui en fait, se comporte de manière assez proche du mode lumineux. C'est juste, ça tient juste à quelques petits réglages de la logique de compensation, de mouvement, etc. Je crois où il y a un petit réglage qui est un petit peu différent, mais voilà, on est en matière de perception de l'image, on est quand même assez proche. On a cette fois-ci, dans ces deux modes, Dolby Vision IQ et Dolby Vision lumineux, vous avez ici les comparaisons, cette option détail de précision qui est activée. Et cette fois-ci, eh bien, par rapport en tout cas à l'année dernière, dans ma fameuse petite vidéo de conseil, là je vous disais, n'hésitez pas à activer cette option détail de précision. Beaucoup n'avaient pas compris que c'était associé au contenu Dolby Vision justement, parce que ça renforce vraiment cette impression de piqué. Du coup, cette année, eh bien, j'ai un peu tendance à préférer le rendu plus doux d'un mode Dolby Vision sombre. Sachez toutefois que dans une situation de visionnage, dans le noir total, la différence entre le mode sombre et le mode Dolby Vision IQ est parfois assez subtile, puisque le capteur de luminosité détecte par définition les conditions ambiantes de visionnage. Cependant, peut-être que certains préféreront le boost apporté par l'option Precision Detail, disponible donc en Dolby Vision IQ et lumineux. Vous le savez, je tente toujours de faire un maximum d'images pour vous illustrer les différentes comparaisons que je fais en vidéo. Mais il n'est pas toujours très aisé de percevoir ces différences. Ici, je pense que le petit truc en plus est perceptible dans les détails de la rose jaune sur les gouttes d'eau ou encore les nervures des pétales. C'est ensuite moins flagrant sur le reste de la séquence avec une mention spéciale tout de même pour la performance de ces téléviseurs LCD mini LED dans les zones sombres. Ici, dans cette séquence de la grande roue, on perçoit très bien les poteaux en bois du ponton, là où certains TV s'avouent vaincus et on n'y voit pas grand-chose. À noter aussi que la gestion de la fluidité est plutôt tout à fait satisfaisante ici sur le cas de ce Blu-ray. Enfin, pour conclure sur cette partie qualité de l'image, je vous partage également cette séquence qui compare ici le mode film et filmmaker sur cette boucle du labo de Jay qui est ici lue depuis YouTube. Si l'écart de luminosité avec l'image de la caméra n'est peut-être pas très évident, l'écart de consommation électrique montre bien que le mode film est plus lumineux, plus performant, plus gourmand. Je vous en reparlerai dans la vidéo consacrée aux résultats des mesures, mais cela tient surtout au fait que l'option qui consiste à booster la luminosité et qui se situe sous la dénomination luminance de crête ou encore luminosité maximale en fonction des firmware est en mode faible sur le mode filmmaker et en mode boost sur le mode film. L'écart est bien perceptible en réalité, notamment dans les scènes sombres où le téléviseur en fait un peu trop à mon goût en mode film. En revanche, il se peut que certains, là encore, préfèrent ce mode film au mode filmmaker car les options de fluidité de l'image y sont réglées de sorte à ce que le rendu soit plus flatteur à l'œil. On va attaquer un autre gros morceau maintenant qui concerne le gaming. Sur le papier, la réactivité qui est avancée par TCL. On a aussi un TV qui monte à du 144 Hz et qui peut aller chercher du 280 ou de 288 Hz en 1080p. Donc ça, c'est des choses que j'ai testées et c'est tous ces éléments-là qui devraient être favorables à une bonne expérience gaming. On pourrait même espérer d'ailleurs que toutes ces logiques d'accélération viennent et contribuent à réduire ces effets de flou, ce fameux smearing. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas de quoi mesurer le temps de réponse de la dalle pour passer du gris au gris, faire un cycle, faire gris à gris. Par contre, j'ai de quoi mesurer l'input lag et je peux vous le dire, il est de 13 millisecondes. En 1080p à 60, ça fera moitié moins en Ultra HD à 120. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet sur l'input lag, mais c'est pas réellement une performance en 2025. C'est une bonne chose, TCL est dans les clous. En pratique, l'expérience est vraiment très sympa, mais elle pourrait être un peu meilleure dans l'ensemble. En tout cas, c'est ce que je trouve. L'image est trop claire, un peu délavée. C'est peut-être parce que je sors du test du Samsung S95F, qui est la grosse référence en matière de téléviseur QD OLED, tant que j'aurais pas testé en tout cas le nouveau Bravia 8.2. Et donc, il y a pour moi un petit quelque chose qui manque sur la partie colorimétrie. Cette fois-ci, on manque un petit peu d'attaque, on manque un petit peu de densité, d'intensité, de contraste. C'est une image qui est finalement aussi douce qu'on la voudrait à certains moments dans la partie
utilisation cinéma et série. Et par contre, quand on est en mode gaming, on aime bien avoir un truc qui pète un petit peu plus. Et là, j'imagine déjà que vous le voyez sur les images d'illustration aussi. Et bah, ça manque d'un petit truc, ce qui va me permettre de vous montrer la Game Bar ici aussi. Malheureusement, c'est pas quelque chose que l'on va pouvoir corriger par la Game Bar. Alors justement, cette Game Bar, vous la voyez, elle évolue. Elle évolue ici. Alors je vais même activer le mode haute fréquence pour que vous voyez ici, enfin l'affichage de la fréquence d'image pour que vous la voyez ici apparaître. Le mode haute fréquence, lui, permettra d'aller au-delà des 120, donc 144, 280 et 288, mais forcément, ça passera par un PC. Ce rapport d'écran va vous permettre également d'aller chercher des résolutions qui seront en 21/9 ou en 32/9 quand vous utiliserez votre écran, votre PC, pardon, et donc forcément, vous aurez des bandes noires qui vont apparaître, mais ça peut vous offrir un champ de vision plus large avec les titres qui gèrent ça correctement, naturellement. Et donc, comme je le disais, voilà, on est ici sur cette Game Bar. Le style, là, j'étais dans le style dessin animé pour qu'on puisse bien le voir, mais on peut avoir un style vert ou un style bleu. Allez, je reste sur le dessin animé. Je trouve que c'est le plus cool avec les espèces de pseudo manettes de Switch. Ça, c'est un truc que si vous me suivez sur la chaîne, si vous avez suivi les différentes évolutions, mises à jour de firmware non officielles, ça, c'est un truc que moi j'ai déjà vu il y a quasi un an, enfin que vous avez peut-être même déjà vu avec moi. Il y a quasi un an sur des firmware qu'il fallait surtout pas installer parce qu'ils n'étaient pas officiels. Ouais. En attendant, monsieur, dame de chez TCL, ça finit toujours par débarquer, par la petite porte, hop, hop, on voit débarquer des choses que nous, on avait déjà sur nos firmware, soi-disant non officiels. Mais j'insiste, TCL ne recommande pas d'installer les firmware non officiels téléchargés sur certains groupes de discussion ENCO. Bon, ici, on a l'aide à la visée, ici, on a le mode loop, et donc, c'est ce que je disais, on ne va pas retrouver dans les différents réglages quelque chose qui va me permettre de retrouver cette colorimétrie un petit peu plus chaude, un truc qui, effectivement, me rapprocherait un petit peu plus de l'OLED. Le mode original, en revanche, me semble être le mode qui produit cette image peut-être avec un blanc un petit peu plus fidèle, des couleurs un petit peu plus fidèles, l'auto low latency mode et le VRR, vous savez à quoi ça sert, réduire le temps d'input lag justement et activer cette logique de fréquence de rafraîchissement variable, que ce soit FreeSync pour la partie console notamment ou les cartes graphiques de chez AMD et la partie également G-Sync pour les machines qui tourneraient sous du Nvidia. Le TV, je sais même pas s'il est certifié Nvidia ou non ou quoi au caisse, mais moi je joue avec une 4090 sur mon PC portable qui est un Razer Blade 18 et j'ai absolument aucun souci. Là où je disais que c'est pas la Game Bar qui va vous aider à corriger les problèmes, c'est que cette Game Bar, elle fait apparaître ici cette option qui est amélioration. C'est quoi? Amélioration des ombres. Voilà. C'est appelé comme ça. C'est un truc qui existe pareil depuis presque très très longtemps, j'allais dire un siècle. C'est un truc qui existe depuis très très longtemps avec du Samsung qui était sans doute parmi l'un des premiers qui nous proposait cette fonction qui était c'était le Real Depth Enhancer ou quelque chose comme ça. C'était un quelque chose enhancer et donc c'était pas Shadow Enhancer, mais bon bref, c'était quelque chose qui permettait tout simplement de déboucher les zones sombres de l'image pour aller identifier, aller spotter vos petits ennemis qui seraient potentiellement planqués. Sauf que là, vous voyez, ça devient fadasse. Et pour le coup, moi, dans tous les titres que j'ai utilisés, naturellement, vous vous en doutez, puisque je dis que c'est déjà un petit peu trop clair, je l'ai désactivé. Maintenant, on va prolonger avec l'expérience sur PC, expérience qui monte un petit peu d'un cran, puisqu'on peut aller chercher le 144, comme je l'ai dit, ça se fait en quelques clics sur Windows, mais il est aussi possible, cette fois-ci, d'aller chercher du 280 ou 288 Hz. Et alors là, attention, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé sur ma machine, lorsque vous sélectionnez 280-288, le TV rebascule, la résolution rebascule automatiquement en Full HD. Quand vous allez rebasculer en mode 144 ou 120 Hz par exemple, moi il m'a fallu manuellement aller rechercher la définition Ultra HD du téléviseur. Petite parenthèse que j'ai ouverte, que j'ai refermée. Intéressez-vous juste peut-être à ce petit sujet-là. Voilà, au cas où vous feriez ce type de manie. Pour moi, ça a été nécessaire de rebasculer à chaque fois manuellement. Les tests démarrent sur PC sur du Counter-Strike. Ils sont d'ailleurs essentiellement passés sur du Counter-Strike. Et là, encore une fois, le côté un peu drôle de la colorimétrie et peu flatteur. Voilà, c'est comme toujours aussi, il faut un certain temps d'adaptation pour se mettre à du Counter-Strike. A fortiori, sur un 75 pouces avec une souris utilisée sur une table basse avec le PC portable à côté de moi, c'est pas génialissime. Mais au final, j'ai fini par retrouver mes marques et me sentir un petit peu plus à l'aise. Pas spécialement meilleur, parce qu'on sait que tout ça, ça dépend grandement du moment. Bref, il y a plein de paramètres qui entrent en compte, mais en tout cas, en fonction des différents réglages que j'ai pu
pu trouver, les différents réglages que j'ai pu appliquer, eh bien j'en suis arrivé à une configuration où j'avais un peu moins l'impression d'avoir des effets de judder, d'avoir des saccades, d'avoir des trucs qui n'allaient pas. Je me demande si ma machine commence pas aussi à être un petit peu full, s'il va pas falloir que je m'en préoccupe un petit peu. Je pense là-dessus on peut remercier Windows. Donc il y a quand même quelques petits trucs où j'allais être très critique, hein, je vous le cache pas, sur les effets de saccade, etc. J'avais vraiment une impression de reproduction brouillonne sur les débuts des tests. Il y avait rien qui passait, j'avais un confort de jeu qui était mauvais. Et puis le lendemain matin, je me suis levé et je me suis dit tiens, est-ce que je réessayerais pas? Et là, comme par magie, ça allait finalement mieux. Alors on sait que les effets de performance sur ces titres entre guillemets compétitifs, quand on n'est pas joueur e-sport comme moi, parce que je ne le suis pas, on n'a pas une forme de régularité parfaite. Donc forcément, on peut se sentir meilleur des jours que d'autres. Bon, et puis tomber sur des serveurs aussi où il y a des joueurs qui sont plus ou moins performants. Mais pour le coup, ça allait quand même mieux et je me sentais quand même mieux. J'avais un feedback qui était meilleur. Et puis sous Windows, je vous l'ai dit, on a des modes 1080p en 240 et un mode 1080p en 288 Hz. Mais sous Counter-Strike, il y a un réglage qui est passé et qui pour moi, finalement, je me demande si c'est pas entre guillemets le meilleur pour cet usage-là. Il a été possible d'activer du 2560 par 1440p en 288 Hz. C'est clairement la configuration que j'ai préférée sous ce titre, retrouvant une bonne fluidité et une meilleure précision. Je pense que là aussi, quelques images parlent d'elles-mêmes. Je le redis, je ne suis pas joueur e-sport professionnel. Je reconnais les limites de mes performances, mais les résultats s'enchaînent. Un serveur, deux serveurs, une partie, 2, 3. Et puis boum, je retombe dans mes classements un peu habituels. Top 1, top 2, top 5, bon, bref. Attention, parce que ces hautes fréquences que j'ai pu notamment activer sur Windows, j'ai aussi pu remarquer que 280 et 288, j'ai aussi pu remarquer que ça nuit un peu à la netteté. C'est-à-dire que les polices de caractères, sont un peu plus floues sous Windows, voire même parfois légèrement dédoublées, mais ça ne m'a pas dérangé en jeu. Alors ok, du coup j'étais sur Counter-Strike, et j'ai fait un petit peu aussi de simulation auto, ça ne m'a pas dérangé. Un petit point peut-être à savoir sur ce sujet-là. Je rappelle, à titre d'info, que j'utilise des câbles Ugreen qui pour moi aujourd'hui, je vous mets des liens dans la description parce que ça peut valoir le coup quand même, qui pour moi aujourd'hui sont des câbles qui sont d'un excellent rapport qualité-prix. Je suis aussi actuellement en train de tester des câbles à fibre optique. J'ai acheté 3 câbles, je vous le dis, ça m'a coûté 100 € pour pouvoir faire des comparaisons, des choses comme ça, 99 balles, parce qu'on est aux alentours des 33 € par câble. Et ces câbles-là ont visiblement un petit sujet sur la compatibilité avec les téléviseurs TCL, le C8K, mais aussi le C89B. Je vais me pencher un petit peu là-dessus. Ça, c'était une petite précision, mais quand vous vous dites, ah tiens, qu'est-ce que je prendrais comme câble? Le Ugreen, pour le coup, pour l'instant, ça se comporte très 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 bien. Et puis, avis à venir sur la partie câble fibre optique. Voilà, c'est là-dessus que s'achève mon test du TCL 75 C8K. N'oubliez pas que vous allez avoir une vidéo complète consacrée aux résultats des mesures et puis d'autres vont suivre. Là, c'est vraiment parce que je suis pris par le temps, parce que je vais partir en vacances, mais il y a des choses qui vont suivre sur ce téléviseur. Donc vous avez à côté de moi, désormais les plus et les moins qui s'affichent et naturellement, dans l'ensemble, le bilan, il est très positif. TCL signe cette année encore un téléviseur avec un excellent rapport qualité-prix. C'est performant, c'est polyvalent, il y a une ressource qui est considérable et oui, peut-être que les cinéphiles les plus exigeants continueront d'ajouter un player externe, un lecteur Blu-ray bien entendu, ce sera la situation idéale de lui diffuser des contenus 4K, une Apple TV, une Shield TV ou autre. Sur les sujets liés à l'image, on voit quand même qu'il y a de l'amélioration, que ça suit un petit peu la tendance avec plus de luminosité, mais néanmoins, j'ai quand même apprécié retrouver une image parfois un peu moins saturée sur la partie cinéma, série, que par le passé, que ce que ça pouvait être. Je vous l'avais dit notamment au moment du test du C89B, j'avais préféré l'image du Hisense U8NQ que j'avais trouvé plus douce. Finalement, cette année, je trouve que sur ce 75, en tout cas, on est vers cette reproduction un petit peu différente, un petit peu plus douce. Donc moi, ça me convient bien, sauf pour la partie gaming, vous l'aurez compris, j'aurais aimé à l'inverse que ce soit un petit peu plus punchy. Donc visiblement, TCL continue de travailler sur sa politique de traitement de l'image et j'apprécie. Je vous partagerai donc prochainement la vidéo consacrée aux résultats des mesures. Enfin, cette année, ce sont sans doute les prix qui finiront à nouveau d'enfoncer le clou, parce que j'avais commencé déjà à vous le dire, mais on a un 75 qui, au moment où j'enregistre la vidéo, qui est à moins de 1100 € et on est à moins de 2400 € pour le 98 pouces. Donc clairement, c'est à vous de voir ce que vous pensez de cette gamme 2025, mais je pense que
vous ne trouverez pas, alors je vais tester le Hisense, mais je pense qu'on est encore une fois sur rapport qualité, prix, image, diagonale qui est remarquable. TCL à chaque fois, ils sont très très agressifs sur le prix. En tout cas, n'hésitez pas à venir en discuter avec les membres de la communauté Discord. Certains, comme je l'ai dit, ont déjà acheté le C8K en différentes diagonales. D'autres là sont sur le point de le recevoir parce qu'il y a des soldes qui sont en cours. Donc venez nous rejoindre si vous le souhaitez. C'est un Discord qui compte aujourd'hui plus de 2000 personnes et je peux vous assurer qu'il y a quand même une grosse communauté d'utilisateurs TCL. Alors là, ça tombe bien parce qu'on se parle du C8K. Il y en a pas mal qui l'ont commandé, qui vont le recevoir là dans cette période de solde. Mais apportez aussi vos retours d'expérience, quel que soit votre modèle. Il y a des salons dédiés à chacune des marques. J'essaierai, comme je le disais, très prochainement de vous parler du Hisense et du LG OLED G5. Et donc, il est précieux, votre retour d'expérience aussi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, il reste bien entendu aussi cette partie commentaires et les prochaines vidéos à suivre. J'ai beaucoup de boulot qui me tombe dessus. Donc, je sais que je suis un peu moins présent sur le Discord, etc. Voilà. Pour l'année prochaine, j'espère renforcer un petit peu l'actif sur YouTube. Et justement, si vous souhaitez m'aider en cela, eh bien, vous avez dans la description des liens d'affiliation, mais aussi le bot sur Discord qui va vous permettre d'acheter votre téléviseur tout en soutenant le travail, en me reversant tout simplement une petite commission. Parce que là, vous avez vu un test télé assez long qui m'a pris un temps considérable pour lequel je ne suis absolument pas payé. C'est que de la perte. Entre l'électricité, le temps, le montage, etc. Je vous le dis, c'est que de la perte. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!